19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 26 août 2019. Cela dit, ouverture ce matin à l'Académie des arts martiaux de l'atelier technique de conception de campagne de plaidoyer à l'endroit des acteurs travaillant dans le secteur de la santé et de l'éducation dans le but de renforcer leurs capacités. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Les secteurs sociaux de base comme l'éducation et la santé occupent une place centrale dans la vie d'un pays. Cependant, à l'exemple de tout autre secteur, celui de la santé et de l'éducation appelle sans cesse des améliorations en vue de satisfaire les attentes des populations. C'est ainsi que la coalition des associations, des syndicats et ONG pour une éducation pour tous, en partenariat avec Counterpart International et le soutien financier de l'Agence internationale de développement américaine, a initié un atelier technique de conception de plaidoyer à l'endroit des acteurs œuvrant dans le secteur de la santé et de l'éducation. Arzika Issoufou Nanese détermine les objectifs visés à travers cette session de formation. ASSO EPT est une organisation de masse, une organisation de la société civile, donc et dans une optique de plaidoyer et de renforcement des capacités, en tout cas d'un certain nombre d'acteurs de la citoyenneté, notamment les services de santé, les services de l'éducation, les représentants des élus locaux, des techniciens, des citoyens de tout genre, qui forment ce qu'on appelle les comités de veille citoyenne au niveau de la commune 1 et de la commune 2. Alors cette activité a commencé, ce processus a commencé depuis l'année passée où déjà les membres de ces CVC-là avec lesquels on a formé ce qu'on appelle un comité de plaidoyer, donc ont été formés sur les techniques de plaidoyer. Et rien que la semaine passée, nous leur avons livré 3 jours de formation sur les techniques, et en tout cas de conception des plaidoyers même en tant que tel. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase pratique où pendant 3 jours ici à l'Académie des Arts, nous allons aussi les encadrer pour mettre en pratique ce que nous avions vu dans la théorie pendant les 3 jours de la formation. C'est un atelier technique de conception de la campagne de plaidoyer, une véritable campagne pratique en santé et en éducation pour améliorer les prestations, et en tout cas au niveau des services sociaux de base. Pour sa part, Bizo Moussa, président de la coalition des associations et ONG pour une éducation pour tous, n'a pas manqué de relever l'utilité pour les acteurs agissant dans le secteur de la santé et de l'éducation d'assimiler les techniques de conception de campagne de plaidoyer. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est la phase ultime pour vous, en tant que membre du groupe de plaidoyer, puisqu'il s'agit des techniques de plaidoyer. À ce niveau, vous serez donc amené à comprendre tous les processus qui vont aboutir à mener un plaidoyer pour que ces plaidoyers puissent être un plaidoyer efficace dans les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, qui sont les 2 domaines cibles, en tout cas pour lesquels nous travaillons depuis un certain temps. Et à ce niveau, vous serez amené avec les consultants qui sont là, en même temps les coordinateurs de ASSO EPT, à suivre de façon attentive pour comprendre les différentes étapes. Puisque un plaidoyer, pour les mener, il faut d'abord savoir les étapes et les concepts de base. Une fois ce concept assimilé, vous serez amené à suivre les étapes par lesquelles vous pouvez mener à bien ces plaidoyers. Enfin, Bizo Moussa a exhorté les participants à l'atelier qui durera 3 jours à bien suivre la formation qui leur sera donnée. Ouverture également ce matin à la Confédération nigérienne de travail d'un atelier de renforcement de capacité des enseignants pour la promotion du dialogue social constructif au Niger. Cet atelier qui durera 3 jours est initié par CNV International, entre dans le cadre du programme de cofinancement syndical 2017-2020. Ismaël Moumouni Sadoudoumi. Véritable richesse pour toute nation, la paix constitue l'une des pierres angulaires pour le développement d'un pays. Seulement, cette paix ne saurait perdurer sans un dialogue social mené par des acteurs clés, parmi lesquels figurent les enseignants. C'est pourquoi la CNV International a initié cet atelier de renforcement de capacité à l'intention des enseignants pour la promotion du dialogue social constructif
au Niger. Soutenir les collègues dans les pays en développement, c'est déjà un programme longtemps. Après consultation avec la CNT ici, on a choisi la Fédération d'éducation pour ce renforcement de l'équipe et des gérants dans le cadre de lobby et plaidoyer pour aider le travail dans le dialogue social. C'est la troisième fois qu'on est ici, donc on avance graduellement et maintenant on va faire par exercice et par explication concernant la théorie, d'avancer aussi la capacité dans le cadre de lobby. Au nom des participants, le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT salue cette organisation hollandaise pour la formation. La CNT internationale a été, au lendemain de la création de la CNT, notre premier partenaire dans les années 98-98. Et sincèrement, l'accompagnement de la CNT internationale a permis de renforcer beaucoup les capacités de la CNT et de ses composantes. Le dialogue social, on dit que c'est un état d'esprit. Mais le dialogue social, c'est aussi et surtout le respect des engagements auxquels on a souscrit. S'il y a eu ces levées de bouclier, c'est parce que, quelque part, les protocoles n'ont pas été respectés. À votre nom à tous, je réitère nos remerciements à CNV International et à CNV Éducation, qui s'appelle, comme l'a rappelé Yann Vidal, depuis des années, qui nous accompagnent pour renforcer vos capacités. Et maintenant, le flux de vos négociations seront présentés au canal de CNV pour dire qu'au Niger, il y a des avancées. Ils sont au total une vingtaine de personnes à participer à cet atelier qui va durer 3 jours. Compte tenu de la qualité de la formation et des profils des participants, les organisateurs donnent le point du succès des travaux. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de publier le nouveau chronogramme des prochaines élections dans notre pays. Elle vient également de définir les différentes zones de l'enrôlement biométrique des électeurs. Aussi, le bureau politique national du MNSD Nassara porte à la connaissance de ses militants qu'ils doivent se faire enrôler massivement afin de pouvoir remplir leurs devoirs civiques lors des prochaines élections. Dans le même ordre d'idée, les structures communales du parti doivent désigner rapidement leurs représentants dans les différentes commissions administratives. C'est le lieu pour le bureau politique national du MNSD d'apporter les démentis le plus formels à une certaine presse relayée par les réseaux sociaux qui diffusent les informations faisant état de la non-candidature aux élections présidentielles du candidat du MNSD El Haj Seni Oumarou. Ces informations sont tout simplement dénuées de tout fondement. Le parti MNSD Nassara est un parti dans lequel les décisions sont prises et ont toujours été prises au niveau des instances appropriées. Pour le cas d'espèce, le dernier congrès du parti tenu à Tawa le 23 mars dernier a en l'occurrence formellement investi le candidat du MNSD Nassara pour les élections présidentielles de 2020. Tout le reste procède de manœuvres de désinformation, de désintoxication en vue de vouloir démobiliser les militants. Contrairement aux allégations mensongères, le MNSD Nassara se prépare activement et résolument et entend se présenter à tous les scrutins à venir, à savoir les présidentielles, les législatives et les municipales. C'est pourquoi le bureau politique national du MNSD tient à rassurer les militants du parti et leur demande de rester sereins et vigilants. Face à cette campagne de dénigrement du parti, le bureau politique national du MNSD Nassara demande à l'ensemble de ses militantes, militants, sympathisantes et sympathisants ainsi qu'à ses alliés de ne pas se laisser divertir et resserrer les rangs pour le triomphe de notre parti. Niamey, le 26 août 2019, le président El Haj Seni Oumarou. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication de la session ordinaire au titre du mois d'août 2019. Une session au cours de laquelle 8 points sont inscrits à l'ordre du jour. Détail avec Abdrazak Léo et Chebou Guisso.
Au titre du mois d'août 2019 de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, la première post-fête de Tabaski, occasion d'ailleurs que le président a saisi pour réitérer ses vœux les meilleurs. 8 points étaient inscrits, parmi lesquels 1. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de juillet 2019. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du projet de délibération déterminant les modalités d'accès au marché publicitaire par voie de presse des médias publics, privés, associatifs et communautaires. 4. Examen et adoption de la délibération définissant les modalités d'attribution des numéros logiques au service de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique. 5. Examen et adoption des travaux de commission d'instruction du CSC. 6. Mise en place du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse 2018. 7. Mise en place du groupe de travail chargé de l'élaboration d'un guide CSC sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias. Enfin, 8. Questions diverses. Le président du CSC a aussi insisté sur le projet définissant les modalités d'attribution des numéros logiques au service de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Ce projet de délibération trouve sa justification dans les exigences de l'article 20 de la loi numéro 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle qui dispose, je cite, le Conseil supérieur de la communication attribue un numéro logique à chacun des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il accorde un numéro au service édité par les médias d'État, puis au service autorisé pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, faisant l'objet d'une reprise en mode numérique. Les modalités d'attribution des numéros pour les autres services sont définies par une délibération du Conseil supérieur de la communication. Fin de citation. Outre ces projets de délibération, vont être examinés et adoptés au cours des présentes assises les rapports des commissions d'instruction du CSC et mettre en place 2 groupes de travail, à savoir un sur l'élaboration d'un guide CSC sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les médias et l'autre sur la répartition du fonds d'aide à la presse 2018. Le 25 août 2019 est une journée mémorable pour l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi. En effet, cette journée a vu non seulement la 12e édition du prix de l'excellence, mais aussi et surtout l'inauguration du siège de l'amicale et le lancement officiel de son site. C'était à la salle de réunion du SNAD. Le résumé avec Adamou Soumana et Chebou Guisso. C'est une salle archi-comble qui a eu de la peine à contenir les membres de l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, dénommé les Carnageurs, toutes promotions confondues, qui abrite par la présente la 12e édition du prix de l'excellence. Une édition parrainée par le sieur Aliou Amadou qui n'a pas manqué de souligner les raisons l'ayant conduit à accepter cet honneur fait en sa modeste personne par ses anciens camarades. Si j'ai accepté de présider la présente édition, c'est bien parce que pour moi, mon engagement d'hier était sincère. Il est resté sincère depuis toujours et je pense qu'ensemble nous pouvons œuvrer pour le retour de l'excellence et du mérite dans le cadre de la gestion académique et sociale du LTDK. À ce titre, j'invite chacun de nous, autorités comme anciens élèves du lycée technique, à continuer à nous intéresser et à nous impliquer dans tout ce qui touche de près ou de loin à la qualité de l'enseignement dans cet établissement qui fut datant le rêve de tout nouveau breveté nigérien. Procédant au lancement officiel de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'enseignement professionnel et technique, Issaka Sanjibo, se réjouit de cette initiative des anciens élèves du lycée technique visant à promouvoir l'excellence dans la formation technique au Niger. Abondant dans le même sens, le proviseur du lycée technique Zangoma a loué toutes les actions menées par l'amicale des Carnageurs pour une amélioration du cadre de vie, d'apprentissage et de travail au LTDK. Quant au président de l'amicale, il s'est apaisanti sur l'objet de cette rencontre. C'est le lieu de vous rappeler que l'impossible n'est pas carnageur. Chers carnageurs, chers invités, le lycée technique est une pépinière d'où sont sortis des bacheliers qui sont devenus des ingénieurs et docteurs dans divers domaines. Elle reste toujours une référence en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, comme les témoignent les résultats des examens. C'est le lieu aussi de saluer les parrains des différents prix qui sont respectivement M. Maman Sani Maman dit Odo
pour la série G1, Aboubakar Meyaki et Abbas Dodo pour la série G2, Bourema Issoufou pour la série G3, Idrissa Alhada Issoufou pour la série F1, Rabiou Kango pour la série F3, Adio Yaro F4 et Rabiou Abdou la série E. S'en est suivi la cérémonie de remise des prix aux élèves qui se sont distingués dans les 7 séries que comprend le lycée technique Tankasawa de Maradi durant l'année académique 2018-2019, notamment au baccalauréat, ainsi que la remise de témoignages de satisfaction à quelques membres du personnel d'encadrement et d'appui du LTDK de Maradi, sans oublier les parrains de la présente rencontre. A noter que cette cérémonie a également servi de cadre au lancement du site de l'amicale des anciens élèves du lycée technique dénommé amical-6ltdk.org, qui a fait l'objet d'une présentation détaillée à l'assistance. Le temps fort de cette journée, qui restera à jamais gravé dans la mémoire des carnageurs, se fait l'inauguration du tout nouveau siège de la dite amicale. Avec l'amicale des carnageurs, c'est un lycée, une famille pour la promotion de l'excellence au Niger. Nos reporters Tahirou Balkissa et Sadou Doumi se sont rendus à l'hôpital général de référence pour s'interroger sur les maladies cardiovasculaires. Suivez ce reportage. Pour bien vivre, il faut être en bonne santé. Cependant, dans sa vie de tous les jours, l'être humain peut être confronté à diverses maladies. C'est le cas des maladies cardiovasculaires qui peuvent toucher les jeunes mais aussi les personnes âgées. Alors, quels sont les différents types de maladies cardiovasculaires et les comportements qui les favorisent? Il y a des maladies qui touchent le muscle du cœur, que l'on qualifie en termes techniques les myocardies, des maladies qui touchent l'enveloppe du cœur, que l'on appelle péricardie, des maladies qui touchent les différentes fenêtres qui assurent le passage du sang entre les cavités cardiaques, que l'on appelle valves. En termes techniques, on les appelle des valvulopathies. Et il y a également des maladies qui touchent de façon infectieuse ces différentes valves que l'on appelle endocardite. Donc, comme vous voyez, rien qu'à travers l'atteinte du cœur proprement dite, on a plusieurs entités nosologiques rattachées. Le deuxième groupe de pathologies, c'est l'atteinte vasculaire de l'ensemble du réseau qui est lié à ce cœur, c'est-à-dire les troubles vasculaires. Ces troubles vasculaires peuvent concerner la structure même des différents vaisseaux en eux-mêmes et elles peuvent également toucher d'autres pathologies qui viennent comprimer ces différents vaisseaux et entraîner des répercussions sur le plan cardiaque. Elles peuvent être liées à notre alimentation, proprement dit, et liées à ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires qui exposent à la survenue de ces différentes maladies. Entre autres, parmi ces facteurs de risque, nous pouvons citer la plus connue, l'hypertension artérielle, qui est un problème de santé publique. Il y a le diabète, qui, au cours de son évolution, a une répercussion sur le système cardiovasculaire. Il y a les mauvaises habitudes de vie, comme le tabac, l'alcool, qui sont des comportements à risque exposant à ces maladies cardiovasculaires. Et il y a autre chose qui est souvent méconnue au grand public, c'est le stress. Le stress qui est cette agression sur le plan psychique qui accompagne tout le monde de façon relative à chacun son stress, comme on dit, constitue l'un des plus grands facteurs de risque cardiovasculaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette formule s'applique également dans la prévention des maladies cardiovasculaires, comme le précise le cardiologue Labo Seibou. Il faut tout simplement agir sur ces différents facteurs de risque à travers une bonne hygiène de vie, une alimentation donc saine et en agissant pour un bon dépistage de ces différents facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle, le diabète et aussi un fait très important, il faut essayer de lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire l'inactivité physique. De plus, à l'heure actuelle, la prise en charge des malades souffrant des maladies cardiovasculaires ne nécessite plus l'évacuation à l'étranger. Pour cause, l'hôpital général de référence dispose de toutes les compétences pour soigner les maladies touchant le cœur. On a un plateau technique à jour qui permet d'assurer non seulement la prise en charge
d'assurer la prévention de ces maladies cardiovasculaires, leur prise en charge curative, mais aussi d'assurer la prise en charge de ces complications, parce que nous avons des explorations de haut niveau qui sont disponibles et qui nous permettent vraiment d'assurer pratiquement à 90 ou presque à 100% la prise en charge de ces pathologies. Enfin, les maladies cardiovasculaires peuvent survenir à tout moment. Dès lors, il est conseillé aux jeunes d'effectuer des examens périodiques de santé. La constitution nigérienne a prévu le transfert de 15% de redevances minières et pétrolières. Cependant, dans la pratique, cette rétrocession n'est pas effective et régulière dans certaines régions concernées. La redevance minière et pétrolière, c'est un dossier signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Très bonne réception. Classé au bas du rang mondial sur le plan indice du développement humain IDH, le Niger est un pays très riche en ressources naturelles, notamment minières. Ce pays sahélien d'une vingtaine de millions d'habitants produit en même temps l'uranium, l'or et le pétrole. Ces différentes ressources sont appelées à finir dans le futur. Elles sont exploitées dans 4 régions, Zander, Difa, Tillabéri et Agadez, léguant des conséquences néfastes sur l'environnement, la pollution et la radiation. Un constat qui a amené l'État du Niger à prévoir dans la Constitution la rétrocession de 15% des redevances minières et pétrolières aux régions concernées. Cependant, 2 constats se dégagent dans la gestion de ces redevances. Le premier constat est que ces fonds ne sont pas versés de façon régulière dans certaines régions bénéficiaires. C'est l'exemple de Difa. Au niveau de la région de Difa, pour la période 2015 à 2018, la Direction générale des impôts a perçu 10 222 760 904 francs CFA. Mais DIFA n'a perçu que 1 160 000, qui ne correspond pas aux 15%. De ces 15%, nous, ce que nous attendons, en fait, c'est d'organiser des activités qui vont toucher directement la population. Donc, un peu investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture. Aujourd'hui, pour une région qui est la région productrice, on ne sent pas qu'aujourd'hui il y a une redevance allouée à cette région. La commune urbaine de Difa a bénéficié, en tout cas, de ces fonds en 2014 et 2018. Une étude a été menée. Il ressort de cette étude que bien des communes ont failli dans la mise en œuvre des fonds des retours. La population estime que le montant alloué à cette région est très insuffisant et ne permet pas à la région d'investir dans les secteurs sociaux de base. Ces financements-là sont mal utilisés au niveau des communes. Quand vous prenez par exemple notre commune, depuis l'avènement de ces financements, rien n'a été financé de concret pour participer vraiment au développement de la commune. Je n'ai pas vu quelque chose de bien qui a été fait. Effectivement, la commune urbaine de Saï en bénéficie, mais il faut le souligner au passage que c'est insignifiant. Malgré tout, la commune quand même arrive à faire quelques réalisations. Nous voulons vraiment qu'il y ait une redistribution des ressources parce que ça appartient à tout le monde. Souvent, il y a les compagnies qui ne versent pas ça. Souvent, les compagnies versent, mais il y a une rétention au niveau de l'administration centrale qui ne verse pas ça aux communes. Le deuxième constat, la région de Zander, inscrite depuis 2014 sur la liste des régions bénéficiaires, elle n'a jamais reçu sa part. Le problème qui se pose pour la région de Zander, c'est qu'à Difa, certes, on exploite, mais on ne transforme pas. Ça veut dire qu'au niveau de Difa, les gens ne voient même pas la couleur du pétrole. Et il n'y a même pas de dégâts sur comment dirais-je, l'écosystème, autant en tout cas qu'au niveau de la région de Zander. Ici, on transforme. Pourquoi bon sang? Depuis 2014 que la loi a été votée, la région de Zander n'a pas bénéficié. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Pour le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, la balle est désormais dans le camp des populations des régions concernées qui doivent se mobiliser pour se battre afin d'arracher ce droit. Même les 15%, la loi a été claire par rapport aux dépenses de 15%. Acheter un véhicule ne fait pas partie de la rétrocession. Les 15% doivent aller dans les secteurs sociaux de base. Est-ce que c'est pourtant que quand l'enfant de l'opposant va aller au dispensaire, s'il a des produits, on va refuser de lui injecter ça?
Est-ce que parce que c'est ça, l'enfant du politicien au pouvoir va aller, on va dire non, ton père a de l'argent, on ne te vaccine pas? Non. Eh bien, c'est cela que nous devrons comprendre. Le transfert de 15% des redevances minières et pétrolières est accordé aux collectivités territoriales des régions minières et pétrolières pour atténuer les effets nuisibles dus à l'exploitation des ressources naturelles et contribuer au développement des communes.